Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Tu es avec Morganine Black et nous sommes avec un nouveau témoin et pas des moindres, euh, ufologue qui a écrit des livres et qui va nous parler de sujets fabuleux. Avant, je tenais à vous rappeler que vous avez possibilité de retrouver le livre, évidemment sur Amazon comme d'habitude, le dernier livre, Ufologie, et la vérité n'est plus ailleurs. Et ça me fait super plaisir de vous retrouver et vraiment un mille merci pour tous vos abonnements, pour les likes, pour les abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux pardon, sur OVNI France. Donc, je suis heureux de cette réussite sur un sujet qui nous passionne depuis tellement de temps. Salut à toi, Daniel. Bonjour OVNI France, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de participer à cette émission avec toi, hein. C'est toujours un plaisir de parler d'ufologie et puis de sujets qui sont liés plus ou moins à l'ufologie. Oui, c'est toujours très intéressant pour moi. Tout à fait. Merci beaucoup à toi. Tu as quand même un sacré parcours à la fois de questionnement existentiel, spirituel, ufologique et j'en passe. Donc on a beaucoup de choses à se dire. Alors bah, écoute, je te laisse faire une petite présentation un petit peu de ton parcours, comment tu en es arrivé à t'intéresser à ces phénomènes ufologiques. Oui, alors ça c'est une question assez vaste. Oui, Mais disons que mon intérêt pour l'ufologie et tout ce qui est un petit peu, je dirais, mystérieux, remonte à ma prime jeunesse, on va dire, hein. Dès que j'ai commencé à lire, j'ai beaucoup lu de livres concernant les ovnis. J'ai pratiquement toute la collection des livres, tu sais, des livres Bordeaux de, des éditions J'ai lu l'aventure mystérieuse, hein. Je ouais, les ai tous, hein. Même des fois je les ai en double, en triple. Il y a tous ceux qui concernaient les ovnis, bien évidemment, les expériences de mort imminente, ça m'intéresse beaucoup, la spiritualité, bon. Et donc très jeune, je me suis penché sur cette question des ovnis parce que je me suis dit, il y a vraiment là des questions, on va dire fondamentales concernant existentiel. existentielles, concernant déjà notre place dans l'univers. Bon, quelle est la place de l'humanité dans l'univers? Et puis plus j'apprenais, plus je me rendais compte que cette place était modeste finalement, on est une toute petite planète qui tourne autour d'une étoile qui est tout à fait banale dans une galaxie qui elle-même est très banale au sein d'un univers qui comporte des milliards de galaxies. Donc déjà, je me suis dit, si on est tout seul, c'est un peu embêtant. Il y a quelque chose qui n'est pas très logique là-dedans. Donc très On vite, serait le petit nombril du monde. voilà, très vite, je suis arrivé à la conclusion que l'univers regorgeait de vie, et non seulement de vie, mais aussi d'espèces intelligentes et de civilisations très évoluées, dont certaines de civilisations très évoluées avaient certainement une avance technique, scientifique et même spirituelle, une avance considérable sur l'humanité. Donc, ma première hypothèse concernant les ovnis, ça a été bien évidemment l'hypothèse extraterrestre, et je veux dire l'hypothèse extraterrestre au premier degré. Alors il faut se resituer dans le contexte de l'époque, hein. À l'époque, en France et même aux États-Unis, c'était l'époque des pionniers de l'ufologie, hein. On découvrait les témoignages, on parlait beaucoup de soucoupes volantes qui atterrissaient, il y en a même qui se sont crashées à Roswell et ailleurs. Donc l'hypothèse extraterrestre au premier degré me semblait assez logique, et assez logique aussi pour un ensemble de chercheurs, hein, comme Gildas Bourdet, Joël Ménard, Jean-Gabriel Grélé. Jacques Vallée, il avait une position un petit peu différente et plus subtile. Oui, Donc, l'hypothèse qui me semblait disons, la plus probable, c'était que les ovnis, c'était des engins spatiaux, hein, des vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre, qui venaient visiter notre planète. Pour quelles raisons? Peut-être pour l'étudier, pour voir où on en était au niveau de notre évolution, peut-être pour nous donner un petit coup de pouce pour évoluer. Et en tout cas, bon, ils n'étaient pas interventionnistes, c'est-à-dire qu'ils nous regardaient de temps en temps. Bon, ils prenaient quelques humains pour voir ce qu'on appelle les enlèvements. Donc voilà, j'en étais arrivé là, et puis avec le temps, je vais dire mon hypothèse l'hypothèse extraterrestre au premier degré s'est affinée,
Et je suis arrivé à formuler ce que j'appelle une hypothèse extraterrestre élargie. Au fil du temps, bon, alors, si on reprend la chronologie, bon, j'ai fait mes études. Ensuite, j'ai repris une association qui s'appelait SOS OVNI, hein, qui existait à Lyon dans les années 90. À la fin Oui, des années 90, celui qui s'occupait de cette association, Péripètrakis, s'est retiré de la scène ufologique. Et donc à Lyon, on a décidé de créer une structure, hein, qui s'appelle OVNI Investigation, avec Jean-Pierre Troadec. Jean-Pierre Troadec était président de cette association, et puis moi j'ai repris le flambeau. Donc j'étais président de l'association OVNI Investigation. Et là, donc on a fait un travail de terrain. Vraiment, on a vraiment moi, j'ai établi un questionnaire d'aide à l'enquête. On a une base de données informatique dans laquelle on a enregistré les témoignages qui nous parvenaient. Donc, moi, j'ai réalisé des dizaines et des dizaines d'enquêtes sur le terrain auprès des témoins. Et à l'époque, du début des années 2000 jusque dans les années 2014-2015, on a eu énormément de témoignages concernant les ovnis de forme triangulaire. tout à fait. C'était l'époque, on en recevait plusieurs par mois. À l'époque, on avait un site internet qui s'appelait OVNI Direct, qui était très connu, et les gens postaient leurs témoignages, donc ce qui nous permettait de faire des enquêtes. On a fait vraiment des enquêtes très intéressantes, hein, qui sont pas toutes publiées dans le livre qu'on voit ici, là, OVNI, les triangles de la nuit, enquête sur un phénomène inquiétant. Disponible sur Amazon? Oui, oui, il est réédité régulièrement, hein, ça doit être la troisième ou la quatrième réédition. Faut considérer que c'est un classique sur la question des ovnis triangulaires. Oui. On a eu énormément de témoignages triangulaires aussi sur OVNI France. Le lien du livre en question sera aussi dans la description, ainsi que un autre livre également dont on parlera après. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup étudié ces ovnis triangulaires. J'ai essayé de faire la synthèse de ce que je savais sur ce sujet dans ce livre, mais j'ai encore découvert d'autres caractéristiques, puisque des témoignages m'arrivent encore. Hein. J'en ai reçu un il y a pas très longtemps, là, au début du mois de mai, un témoignage très très intéressant, très impressionnant. J'ai fait un post sur Facebook à ce propos. Et donc là, il y a une enquête qui est en cours par rapport à. Alors il y a 4 témoins qui sont impliqués dans une observation de triangles à très basse altitude avec des choses très bizarres que je connaissais pas. Donc j'ai découvert encore des caractéristiques concernant ces ovnis triangulaires. Donc voilà, j'apprends toujours, hein, et c'est Bien sûr. toujours au contact des témoins qui me disent bah il s'est passé telle ou telle chose, l'ovni s'est comporté de telle ou telle façon. Donc ça me permet d'avoir ce que j'appelle un portrait robot de ce phénomène. Voilà. Donc, pour les enquêtes Après, aussi, il est question d'aller sur le terrain également? bien sûr, quand c'est possible, je privilégie, disons l'enquête sur le terrain, sur le lieu de l'observation, à l'heure où l'OVNI a été observé, dans les conditions les plus proches que celles qu'a vécu le témoin au moment de son observation. Ça me Oui. semble assez logique. Alors, on peut pas reproduire exactement les circonstances, mais voilà, d'être au plus près sur le terrain de ce qui s'est passé Alors, au certains moment. essaient pour provoquer des phénomènes, d'utiliser des LED, tu sais, des lasers. Est-ce que Oui. tu connais ces méthodes? Oui, alors là, c'est autre chose, hein, c'est-à-dire que il y a plusieurs, comment dirais-je, plusieurs phases dans l'étude des ovnis. Il y a la phase, on va dire, recueil de témoignages. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette phase-là. Et puis récemment, depuis, je crois que c'est 2017-2018, il y a une autre partie de l'ufologie qui s'est dit, bah tiens, au lieu d'être passif par rapport à ce phénomène, c'est-à-dire au lieu d'attendre que bon bah on voit ou on rencontre ce phénomène, pourquoi ne pas l'inciter à se manifester? Et c'est là que
Alors, c'est ce qu'on appelle les RR5, rencontres rapprochées du cinquième type, où des groupes se réunissent. Hein, il y tout a à fait. eu plusieurs expériences qui ont été faites, notamment aux États-Unis avec Stephen Greer, et puis aussi en Suisse et en France avec Fabrice Bonrin. Donc il y a tout un protocole. Alors il y a un ouvrage qui a été publié sur ce sujet. Et là, bon, alors on se met en méditation, on se met dans un état mental réceptif. Et puis on peut aussi utiliser, comme tu le dis, des lampes laser. Et puis alors il se passe des phénomènes lumineux. Et on pourrait établir un contact. On a pu établir un contact avec des phénomènes. Bon, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas eu comment dirais-je, de résultats spectaculaires, quoique je ne suis pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé lors de Super, ces rencontres rapprochées du cinquième type. Voilà. Mais l'ufologie évolue, ce qui est très bien d'ailleurs. Et tout à fait. puis, la façon dont on conçoit ce phénomène évolue aussi et pour ma part, j'ai dépassé le stade de l'hypothèse extraterrestre au premier degré, et là, j'imagine que y a d'autres dimensions dans ce phénomène, pas simplement une dimension matérielle, mais il y a aussi ce que j'appelle une dimension psychique, parce que parfois les témoins disent qu'ils ont été en contact psychique avec le phénomène, donc que ça soit un triangle ou même une soucoupe ou même un tic-tac. Hein. On a aussi des témoignages où les témoins ont vu ce qu'on appelle des tic-tacs, c'est-à-dire des cylindres blancs. Donc, ce qui a été aussi vu par les Américains, il y a les célèbres vidéos, et puis les témoignages des pilotes de l'US Air Force aussi. Donc voilà, on est toujours, en fait, c'est toujours, on est toujours dans un mouvement de recherche, de questionnement. Et pour ma part, j'ai pas la prétention d'avoir la réponse définitive Oui, oui, oui. à ce phénomène. Tout à fait. Alors, je voudrais revenir au triangle. Alors, comment en es-tu arrivé à t'intéresser à ça? C'est vrai qu'il y avait eu la vague 1990 qui avait vraiment fait beaucoup C'est parler. ça. Euh, et c'est vrai que c'est un phénomène très récurrent. Hein, c'est pas minime. Il y a quand même beaucoup de témoignages. D'ailleurs, même sur mon bouquin, j'ai placé un triangle que vous pouvez voir ici Oui. exprès, justement parce que même sur Revenu France, on en a pas mal et c'est un sujet déjà tout petit peu étudié. Euh, parle-nous voilà, de cette étude autour Oui, du alors triangle de ton livre. c'est ce que j'ai expliqué en introduction, c'est-à-dire qu'à partir des années 2000, début des années 2000, jusque 2013-2014, peut-être un petit peu plus, à Lyon, donc au sein de l'association OVNI Investigation. Donc on couvrait un territoire grand comme la France, et surtout la région Rhône-Alpes. On a eu énormément de témoins qui se sont manifestés à nous, disant qu'ils avaient vu des ovnis de forme triangulaire. Alors, ces ovnis de forme triangulaire ont des comportements assez spécifiques. Déjà, bon, ils arrivent, ils peuvent se manifester au-dessus des villes. On a des témoignages, et notamment à Lyon, parce que moi j'habite à Lyon, où les témoins ont vu des ovnis triangulaires au-dessus des toits de la ville, hein, c'est-à-dire à quelques dizaines de mètres Oui, seulement, au-dessus des toits. Alors, souvent, ils se manifestaient, bon, on va dire, au début de la nuit ou à la fin de la journée, c'est-à-dire vers 23 heures, minuit. Donc, il y avait du monde dans les rues. Hein, c'était pas des rues qui étaient désertes. Donc, normalement, on aurait dû avoir des dizaines et des dizaines de gens qui viennent témoigner, disant, bah, oui, on a vu un ovni triangulaire qui survolait la ville de Lyon à 11 heures du soir. Or, curieusement, on avait un ou deux témoignages seulement. C'est-à-dire, ce qui était un peu bizarre, c'est le fait que le phénomène se manifeste de façon, on va dire, ostensible, au-dessus d'une grande agglomération. Alors, il y avait Lyon, Paris, Nantes. On a plusieurs cas qui se sont déroulés à Nantes, enfin, sur l'ensemble de la France. Et donc, bon, on avait bizarrement qu'un ou deux témoignages, mais ces témoignages étaient toujours très intéressants. Hein, très intéressants. Donc, ces ovnis se manifestaient à basse altitude,
à vitesse lente, c'est-à-dire que le témoin pouvait les observer pendant plusieurs minutes, hein, donc ce qui est quand même assez remarquable. Et ces engins ne faisaient absolument aucun bruit, ne font absolument aucun bruit. C'est-à-dire qu'ils se déplaçaient à vitesse lente, à basse altitude, sans faire de bruit. Et généralement, ces omnitriangulaires, c'était des triangles isocèles, c'est-à-dire avec 3 angles égaux, on va dire en gros, avec trois spots à chaque angle, et parfois une lumière rouge au centre qui clignotait ou qui pulsait. Un peu comme ce qui s'était passé, comme tu l'as dit, lors de la vague belge entre 89 et 90. Voilà. Donc c'est l'observation type des omnitriangulaires. On en a les caractéristiques des omnitriangulaires sont vraiment très nombreuses. Et puis on a tout un échantillon de taille. Ça va en général, bon, ça va les tailles varient entre 20, 25 mètres, jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Oui. On a des témoignages où les témoins ont vu des omnitriangulaires, notamment à Nantes, qui pouvaient faire 200, 300 mètres. Donc, des engins absolument gigantesques. Donc là, Et on peut dire que l'hypothèse que certains amènent en voulant régler le problème du TR-3B, tu sais, le fameux avion, ça fonctionne plus. Alors, dans mon livre, bien sûr, j'ai examiné cette hypothèse. Hein, donc, j'ai essayé de réunir le maximum de documentation concernant ces projets secrets américains. Donc, le fameux projet Aurora ou TR-3B Astra américain. Bon, alors il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet sur ces projets. On a des vidéos. Bon, est-ce que les vidéos sont des fabrications des fakes ou des vidéos authentiques? Ouais. Moi, je me borne simplement à comparer les caractéristiques des omnitriangulaires qui sont vraiment assez exceptionnelles par rapport aux caractéristiques de vol des projets secrets américains. Et je m'aperçois qu'il y a un hiatus, c'est-à-dire que ça colle pas. Les caractéristiques de vol des engins triangulaires, selon moi, je respecte ceux qui défendent l'hypothèse de projets secrets américains, mais c'est pas mon hypothèse à moi. Pour moi, ces engins triangulaires ne sont pas d'origine humaine. Ils ne sont pas d'origine humaine. Et puis, ils ont des caractéristiques à la fois physiques et psychiques, je dirais même peut-être même psychospirituelles, Oui. que n'ont pas les projets noirs, les projets secrets américains, qui restent proches des avions conventionnels, on va dire. Donc voilà, j'écarte cette hypothèse. Bon, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, ça me gêne pas. Hein. Bien sûr, alors c'est quelque chose qui est effectivement récurrent, le fait que il y a tout un tas de sujets, de témoins qui voient, d'autres sont au même endroit, au même instant, ne voient pas. Est-ce que tu as une hypothèse Oui, alors ça, c'est une question très intéressante. Parce que je me suis beaucoup penché sur cette question. Bon, j'ai des cas où, notamment dans une commune de la banlieue lyonnaise qui s'appelle Brinda, un soir, alors c'était dans les années 90, fin des années 90, 4 jeunes gens, c'était l'été, hein, c'était au mois d'août, il faisait chaud, il faisait beau, 4 jeunes gens discutaient, c'était une cité pavillonnaire. Et ils voient passer au-dessus de cette cité pavillonnaire un triangle, des T4. Et moi, donc on a mené une enquête, j'ai interrogé sur le terrain les 4 témoins. Il n'y a pas un des 4 témoins qui a vu la même chose. Pas un. Il y en a un, il a vu une masse triangulaire noire avec des petites lumières à chaque angle. Il a vu en dessous du triangle une espèce de trou noir, à la surface de laquelle il y avait une espèce de liquide qui ressemblait un peu à, tu sais, quand tu verses de l'essence ou du pétrole sur de l'eau. Ça fait une espèce de surface un peu brillante. Donc lui, il a vu ça sous la surface du triangle, au milieu. Les autres ont vu, il y en a un qui a vu simplement 3 lumières. Il n'a pas vu la masse, il n'a pas vu le trou au centre du triangle. L'autre a vu simplement une espèce de masse noire, mais complètement noire,
Enfin, sur 4 témoins, il y en a pas un qui a vu la même chose. Et là, bon, on se dit: «Mais pour quelle raison?» Normalement, bon, par exemple, si ça avait été un avion conventionnel, les 4 témoins, bon, avec des variations dans le récit certainement, mais auraient vu, bon, un fuselage avec des ailes et puis ils auraient décrit un avion. Mais là, non, chaque témoin décrit quelque chose comme si, je dirais le psychisme du témoin, peut-être alors le niveau de conscience du témoin influait sur ce qu'il était capable de voir de ce phénomène. C'est une Oui, hypothèse, hein, c'est une hypothèse. C'est-à-dire qu'il y a, alors c'est là où on s'aperçoit qu'il y a, à mon avis, une interaction assez profonde entre la subjectivité des témoins et le phénomène. C'est pas simplement un phénomène physique extérieur aux témoins, c'est aussi quelque chose qui est en relation avec le psychisme des témoins. Et en oui. fonction des caractéristiques de ce psychisme des témoins, chacun perçoit quelque chose qui lui est propre, qui est personnel. C'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse. Bien sûr, bien sûr. C'est peut-être lié aussi au système de perception. On n'a pas tous les mêmes systèmes de perception, les yeux, les oreilles, etc. Donc voilà, c'est une question Oui. très complexe, hein, Ou c'est des très, capacités extrasensorielles plus ou moins voilà. développées selon les sujets. Tu sais, une fois, ça fait, moi j'ai eu l'occasion d'avoir quelques petites expériences, et lorsque j'avais une quinzaine d'années, j'ai vu un losange énorme, lumineux au-dessus de nous. C'était vraiment, je ne saurais pas exactement à quelle distance il était ni quelle taille il faisait, mais on était 5. Et je me souviens Oui, que j'ai l'un de mes camarades de l'époque, j'avais 15 ans, j'étais un gamin. C'était une soirée d'été, il était vers 23 heures environ, et je me rappelle qu'il faisait assez sombre. Et la personne à côté de moi a vu le phénomène, donc cette lumière-là, disparaître de l'extérieur vers l'intérieur. Et les 3 camarades qui étaient derrière, eux, n'ont rien vu, tu vois. Donc c'est ça. c'est une autre fois, j'ai vu ce qu'on appelle un cigare noir. Au début, je croyais que c'était un avion. Je me suis dit, tiens, il n'a pas de phare. Il a oublié ses phares, le mec. Et en fait, Oui. on était deux. On était deux et on l'a bien vu passer au-dessus de nous, cette masse noire allongée. Et là, on l'a bien vu tous les deux. Voilà, petite parenthèse pour corroborer ce que tu dis. Non, mais ce que tu dis est très intéressant, hein, notamment l'observation du losange. C'est quand même très curieux. Si c'était un phénomène purement extérieur, purement matériel, normalement, le témoin devrait voir à peu près la même chose, avec des variations dans les témoignages. Mais là, les témoins voient des choses totalement différentes. Totalement différentes. Bon, ça pose question. Ça, c'est une des nombreuses questions et un des nombreux mystères qui se pose d'une façon générale par rapport au phénomène ovni et d'une façon beaucoup plus particulière par rapport aux ovnis de forme triangulaire, qui rentrent quand même dans la catégorie des ovnis. Hein, ça reste des objets volants non identifiés. Il y a autre chose, c'est que lorsque il y a quand même des vidéos, des photos qui semblent factuelles, où là, il est une question du psyché humain et de capacités potentiellement extrasensorielles, ou tu vois. Alors, ce que tu dis, c'est pour ça que je dis que dans le phénomène des ovnis triangulaires et des ovnis en général, il y a une dimension psychique. C'est vrai que cette dimension, on peut pas l'évacuer. Et moi, dans les témoignages, il y a certains témoins qui m'ont dit qu'ils avaient eu une communication de type télépathique ou psychique avec l'OVNI triangulaire. Et ils recevaient des messages. C'est-à-dire qu'ils savaient que cet OVNI triangulaire était piloté ou habité par une forme de conscience et d'intelligence très supérieure, très très supérieure, notamment en termes de force psychique. Je me souviens, il y a un témoin à Nantes, Xavier S, qui nous avait dit, lorsqu'il avait eu ce contact psychique avec l'OVNI de forme triangulaire, il comparait l'OVNI, si tu veux, à une ampoule. Il disait, moi, mon ampoule à moi psychique, c'est 1 watt, et l'ampoule psychique des entités qui pilotent l'OVNI, c'est 1000 watts ou 10 000 watts. C'est-à-dire Ouais, que c'était des entités avec une force psychique ouais. extraordinaire, une puissance psychique extraordinaire. Donc lui, il a reçu des messages, alors des messages plutôt pacifiques, hein, des choses pas du tout agressives.
il en garde un souvenir ébloui. Pour lui, c'était un spectacle extraordinaire, hein, qui a complètement bouleversé sa vie. Hein. C'est quelque chose qui marque les témoins. Hein. Les Ah oui, témoins n'oublient jamais. Enfin, toi, oui, il y a un tu l'avais avant et un su. après. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est comme si tu avais accès à d'autres dimensions de l'univers, à d'autres possibilités qui existent dans l'univers. C'est une expérience transformatrice quelque part. Mais dans le bon sens souvent, dans le bon sens. Oui, J'ai jamais eu de témoignage, ça il faut le dire, jamais eu de témoignage disant l'OVNI m'a envoyé un rayon et je suis resté paralysé et puis après je suis tombé malade ou vraiment j'ai fait des cauchemars, c'était terrible, j'ai vraiment un très mauvais souvenir. Non, c'est le contraire. C'est des expériences qui sont souvent très positives, marquantes et les témoins disent j'aimerais bien à nouveau rencontrer un ovni triangulaire ou un autre ovni. Alors bon, dans mon livre, je mets que ce phénomène peut être inquiétant. On me l'a reproché, des gens m'ont dit mais non, c'est pas du tout inquiétant, c'est pas du tout négatif. J'ai mis inquiétant parce que pour deux raisons. La première raison, c'est que bon, c'est un phénomène quand même qui viole nos espaces aériens. Faut le reconnaître. Hein, oui, on donne pas l'autorisation de voler au-dessus de nos villes, de nos centrales ouais. nucléaires, au-dessus de nos habitations. Donc ça peut être inquiétant d'être survolé par des engins d'origine inconnue. Bon. Et puis la deuxième raison pour laquelle ce phénomène est inquiétant, c'est on ne connaît pas ses motivations, on ne connaît pas ses buts en réalité. Pourquoi se manifeste-t-il de cette façon? Pourquoi se montre-t-il de cette façon? Pourquoi prennent-ils contact avec les témoins? On n'en sait rien. Bon, j'émets quelques hypothèses, mais ça reste des hypothèses. Donc il est inquiétant parce que bon, on est face à l'inconnu quelque part. Et lorsqu'on est face à l'inconnu, on a toujours un petit peu d'inquiétude. Quelles sont les hypothèses que tu émets? Alors, l'hypothèse qui me semble la plus probable, selon moi, que j'expose dans mon livre sur les triangles, c'est que les manifestations d'OVNI, il y a des études qui ont été faites sur cette hypothèse, rentrerait dans ce qu'on appelle un système d'apprentissage. Système d'apprentissage, c'est-à-dire que l'humanité euh, est en contact avec une ou plusieurs civilisations d'origine extraterrestre, on va dire, et ces civilisations euh, nous éduqueraient en quelque sorte, hein, ou nous auraient, comment dirais-je, mis sur la voie d'un système dans lequel on apprendrait quelque chose et que eux nous apprendraient quelque chose. C'est-à-dire que ça a été étudié par les psychologues, notamment un psychologue américain qui s'appelle Skinner. Donc il a mis en pratique ce système, et ce système repose sur le fait que l'apprentissage n'est pas forcément quelque chose qui est régulier, mais obéit à une espèce de Régulation. rythme. Voilà, une espèce de rythme. Donc on apprend quelque chose au témoin, après on laisse passer une certaine période de temps, on lui réapprend quelque chose, peut-être 2 ou 3 fois de suite. Après, on laisse passer une longue période de temps, on lui rapprend quelque chose. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, celui qui apprend enregistre dans sa conscience et aussi profondément dans sa psyché les enseignements, entre guillemets, transmis par... alors, ça peut être un éducateur, dans le cadre d'un apprentissage scolaire, ou d'une civilisation extraterrestre, dans le cadre du phénomène OVNI. Donc, les ovnis, ça serait mettrait en place vis-à-vis de l'humanité un système d'apprentissage. Alors, qui dit système d'apprentissage dit qu'on apprend quelque chose, mais pour arriver à un but, un objectif, un examen. Bon, quand à l'école on fait des études, on apprend quelque chose, à un moment donné, il y a un examen de passage, et puis là on passe à autre chose. Pour le phénomène OVNI, ça pourrait être ça, c'est-à-dire que ce système d'apprentissage pourrait nous amener quelque part. Alors, dans combien de temps, c'est difficile à dire. Mais à partir, à la fin de ce système d'apprentissage, on pourrait passer, il y aurait une espèce de seuil et on pourrait passer à un niveau supérieur. Voilà. J'interprète de cette façon. Mmh. Jacques Vallée lui aussi retient cette hypothèse dans ses Oui, livres, système d'apprentissage,
Il y a aussi en France Michael Vaillant qui a fait des études sur ce thème, avec des courbes statistiques très pointues, hein, en étudiant les vagues d'OVNI, etc. Bon, on s'est aperçu que ça obéissait à des lois statistiques. Et que le phénomène est quand même constant, bien qu'il soit bien que cyclique. Voilà, il est constant, il a toujours, pour moi, il a toujours été là, même si, bon, on n'a pas des vagues spectaculaires comme on en a eu au XXe siècle. Hein. Cela dit, bon, en France, on a eu des vagues, ce qu'on appelait la vague des drovnis, c'est-à-dire des ovnis qui ont survolé les centrales nucléaires. C'était une véritable vague. Hein. Donc, bon, mais il est toujours là, il est, on va dire, en arrière-fond, et de temps en temps, bah, il se manifeste de façon plus ou moins importante. Je pense que, et ça c'est prévu par les statistiques, on aura certainement, peut-être dans les années 2030, une manifestation type genre vague 1990, du 5 novembre 1990, ou de la vague belge, ou d'autres vagues de Ouais. 52 ou 54. Tout est possible parce que on le voit en tout cas encore, et moi je le vois bien, puisque j'ai moi aussi les deux pieds dedans. J'ai des témoignages, notamment de triangles, encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est cette année, l'année dernière, etc. Pas juste une fois occasionnellement. C'est Oui, oui, récurrent. c'est constant. Hein. En plus, bon, les gens ne se manifestent pas forcément tout de suite lorsqu'ils Et voient oui, quelque chose. Ça oui. aussi, je l'ai remarqué. Et des Il y fois, a ça manifeste pas du tout. D'ailleurs, Ça même se ça par manifeste peur. pas du tout. Ouais. Oui, alors ça, bon, c'est dommage. C'est dommage. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre. En fait, nous, on avait, par exemple, on recevait, je sais pas, plusieurs témoignages par mois. Ça pouvait être des fois une dizaine de témoignages par mois. Ces témoignages ne représentaient qu'un faible pourcentage de ce qui avait été réellement vu. Exactement. Moi, j'estime que si les gens qui viennent à nous peuvent représenter 1 ou 2% de ce qui est vu réellement, et dont Exactement. personne ne va parler, parce que les gens se disent, bon, si j'en parle, je vais passer pour un fou. Donc, et puis les gens ont une capacité d'oubli. Ils ont vu quelque chose, puis après ils l'oublient. Ou ils le mettent Dans le dans un subconscient. coin de leur inconscient, voilà. Et puis, c'est aussi peut-être une façon de se protéger psychologiquement, parce que souvent c'est très perturbant quand même. Hein, on voit quelque chose d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Donc, pour se protéger, pour bon dire, moi je continue ma petite vie tranquille, je vais mettre ça de côté, quoi. Voilà. Absolument. Absolument. Et justement, je vais faire une transition un peu, du coup, spirituelle. Tu parlais d'apprentissage. Toi, tu es chrétien, tu es pratiquant. Euh, tu donnes quelle place à Dieu, au Christ, dans ce système potentiel d'apprentissage? Alors, je ne fais pas le lien direct entre le système d'apprentissage et la religion chrétienne, quoique. Euh, et ça, Parce c'est que, plutôt pas. excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse sur le plan biblique, scripturaire, la présence exogène est quand Oui, même très régulière. c'est vrai, t'as raison, t'as raison. C'est vrai que lorsqu'on lit, par exemple, l'Ancien Testament, donc le Pentateuque, hein, la Bible juive, notamment bon, tous les épisodes où Moïse monte au mont Sinaï et rencontre Yahvé, les descriptions qui sont faites de cette rencontre entre Moïse et Yahvé ressemblent bougrement à la manifestation d'un phénomène de type ufologique. Oui, oui, Bon, oui. Oui, on a le Élie, sol, prophète Élie, on a Élisée aussi, on voit des Élie, quarts de voilà, feu. les On prophètes, les a, grands prophètes. même dans le Nouveau Testament, moi j'en parle énormément dans le livre, dans le Nouveau Oui, Testament, par exemple, on a, tu sais, les mages qui voient une étoile qui bouge, puis oui, qui s'arrête et qui repart. c'est Une vrai, étoile, ça fait pas ça, etc. Il y a plein d'éléments partout. c'est vrai, c'est vrai. Et alors, là où j'ai fait le lien entre on va dire, la spiritualité et le phénomène ovni, c'est vraiment ce qui s'est passé à Fatima. Fatima. Donc, Fatima, entre le printemps 1915 et le 31 octobre Mm. 1917. Bon, là, on a manifestement un phénomène de type ufologique, hein, avec ce que on pourrait appeler une sémiologie ovnienne, selon Gilles Pinon.
Donc, mais en même temps, on a une dimension religieuse chrétienne, catholique, puisque Fatima, c'est considéré comme un sanctuaire d'apparition mariale. Apparition mariale. Oui. Alors j'explique que, en fait, les trois petits, ce qu'on peut appeler les trois petits voyants, Lucie, Jacinthe et puis le petit garçon dont je ne me souviens plus le nom, enfin peu importe, n'ont pas vu, ne disent pas qu'ils ont vu la Vierge Marie. Ils ont vu une entité féminine qui ressemblait à une enfant de 14 ans. Même Lucie dit, j'ai vu une entité qui ressemblait à une poupée, donc de petite taille, avec une espèce de jupe qui venait au-dessus du genou, capitonnée, avec une cape aussi capitonnée, et qui tenait dans la main droite une sphère. Et elle avait aussi une espèce de chapeau qui ressemblait à un panier avec des détails extrêmement compliqués. Donc là, on a une description de la part des trois voyants qui correspond pas du tout à la description, on va dire, traditionnelle de la Vierge Marie. Mais bon. Oui, surtout que la jupe en question arrive au niveau des genoux. Voilà. Oui. C'est pas tellement la représentation qu'on a de la Vierge L'entité était Marie. bleue. Elle était bleue, je crois. Les vêtements étaient bleus. Alors oui, alors je me souviens plus. L'extérieur des vêtements était plutôt sombre, l'intérieur était lumineux. Mais elle ressemblait à une entité féminine avec des yeux un petit peu de type asiatique, un peu bridés, mais très jeune et de petite taille, 1 mètre, 1 mètre 10. Alors moi, j'interprète parce que ce phénomène s'adapte aux témoins. Donc là, Oui. il s'adressait à des enfants. Hein. À l'époque, Lucie, Jacinthe et puis le petit garçon étaient très jeunes. Hein. Ils avaient 10, 12 ans. Donc, il fallait pas les effrayer avec des entités de 3 mètres. Donc, quoi de mieux que de dialoguer avec une entité qui avait l'apparence d'une enfant. Mais en fait, les apparitions de Fatima sont beaucoup plus complexes. Ça a duré 2 ans. 2 ans. Et au début, les trois voyants n'ont pas vu une entité féminine, mais une entité plutôt masculine qu'elles ont décrite comme étant un ange. En fait, c'était une entité lumineuse, un peu humanoïde, transparente. Il y a eu des échanges entre les voyants et cette entité angélique. C'est seulement à partir du 13 mai 1917 que s'est manifestée une entité féminine, ayant l'apparence que je viens de décrire. Alors, bon, on est en 1917 au Portugal. Le Portugal, c'est un pays très catholique. Et c'est vrai que les descriptions que faisaient les trois enfants de l'entité, ça a beaucoup gêné l'Église catholique du Portugal à cette Ouais. époque. Et pour moi, ça a été récupéré par l'Église catholique, qui en a fait des apparitions mariales. Cela dit, peut-être que c'était voulu par le phénomène quelque part. Il y a plein de questions qui peuvent se poser par rapport à ce qui s'est passé à Fatima, Bien sûr. puisque finalement, c'est grâce au fait que ça a été récupéré par l'Église catholique et qu'on en a fait des apparitions mariales, en même temps, ça a été préservé et Fatima est devenu un lieu de culte international. En 2019, il y a eu plus de 6 millions de personnes qui se sont rendues à Fatima quand même. Ouais. Donc voilà, bon, c'est là où je fais le lien entre la religion, la spiritualité et le phénomène ovni. Oui. Alors, il y a tout ensuite un phénomène au-delà des apparitions, donc qu'on appelle la danse du soleil. Oui, oui. Alors ça, c'est ce qui s'est passé le 13 octobre 1917. Donc entre le 13 mai 1917 et le 13 octobre 1917, il y a eu 6 apparitions de cette entité féminine. Donc ça s'est passé à un endroit au Portugal qui s'appelle la Cova da Iria, donc qui n'existe plus. Hein. C'était une espèce de ce qu'on appelle une doline, c'est-à-dire un plateau calcaire creux. Voilà. Et donc maintenant, c'est devenu la commune de Fatima. C'est une agglomération assez importante.
Donc il y a eu un sanctuaire qui a été construit. Donc à l'époque, c'était un petit village, il y avait un petit village à côté qui s'appelait Ajustrel, et les trois voyants donc se sont rendus le 13 mai 1917 à la Cavaliera. Donc là, il y a eu des tas de phénomènes. Les témoins ont vu des boules lumineuses qui se déplaçaient d'est en ouest. Ils ont vu des espèces de filaments qui tombaient du ciel. Ils ont vu des éclairs alors qu'il y avait le temps était parfaitement clair, etc. Donc au début, au mois de mai, il y a eu quelques centaines de personnes qui sont venues à la Cavaleria autour des voyants. En mai, juin, il y a eu quelques milliers. En juillet, il y a eu entre 5000 et 10 000 personnes. Et le 13 octobre 1917, à la Cavaleria, il y a eu plus de 70 000 personnes qui se sont réunies donc le 13 octobre 1917 à midi. Alors, et en plus, dans les environs, il y avait aussi des gens qui voulaient observer ce qui allait se passer parce que la Vierge Marie, enfin, l'entité féminine, a dit « je reviendrai à cet endroit le 13 de chaque mois ». Et effectivement, entre le 13 mai et le 13 octobre, elle est toujours revenue le 13 à midi au même endroit. Et elle a dit, je ferai un grand miracle le 13 octobre 1917. Et effectivement, alors le 13 octobre 1917, c'est ce qu'on a appelé la danse du soleil, mais moi je ne crois pas du tout que ça a été la danse du soleil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il tombait des cordes, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il avait plu, le sol était complètement détrempé, boueux, les gens étaient mouillés, trempés, etc. Mais bon, les gens étaient là et attendaient quelque chose. Donc à midi, heure solaire, exactement, le ciel s'est éclairci. Le ciel est devenu bleu. Ah, Pardon, excuse-moi. il n'y a pas de mal. Le ciel est devenu bleu. Les nuages se sont écartés. Et là, la foule a vu un disque. Un disque, hein, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle une soucoupe volante. Hein, un disque, alors qui faisait à peu près entre 100 et 200 mètres de diamètre. Un disque argenté aux arêtes vives, comme ce qu'ont décrit les témoins, qui ressemblait un peu à la nacre d'une perle. Tu sais, les perles sont nacrées, donc ça ressemblait un petit peu à ça, et qui tournait à toute vitesse. Et donc ce disque est descendu en feuille morte. Donc on connaît ça aussi hein, dans les témoignages d'OVNI. Il est descendu sur la foule. Il a émis autour de lui des lumières colorées, jaune, bleu, rouge, etc. Imagine ce qu'ont pu ressentir ces 70 000 personnes en voyant ça. Ouais. Alors, on a même des témoignages, des témoins oculaires jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. C'est ça. Autour de la Cavaleria, il y a eu des témoins qui ont pu observer. Donc, moi, j'estime le nombre des témoins à plus de 70 000, peut-être 80 ou 90 000 témoins qui ont vu ce phénomène. Il y a même un journaliste qui était athée, qui pensait que bon, les témoins racontaient des histoires, qui a dit j'ai été émerveillé et il a fait un dessin de ce qu'il a vu. Je publie dans mon livre. Et en fait, ce disque, à la surface inférieure de ce disque, il y avait 12 lumières, et puis au centre, il y avait une autre petite lumière. Et donc, ce disque a tourné, a vibré, a émis toutes sortes de lumières. Donc, la foule, les gens se voyaient bleu, jaune, vert, etc. Ça, c'était pour eux. Alors, à l'époque, 1917, on parlait pas d'extraterrestres, on parlait pas d'ovnis. Ah oui. C'était totalement inconnu. Donc, forcément, les gens ont dit c'est une manifestation divine. Ça ne peut être que d'origine divine. Et au bout de quelques minutes, le disque il est remonté dans le ciel, et puis bon, tout est redevenu normal. Et là, les gens se sont aperçus qu'ils étaient totalement secs, que le sol avait été complètement asséché. Et ce qui s'est passé aussi, et qui est très intéressant, et ça pose question, il y a eu des guérisons. Oui. C'est-à-dire que bon, les gens s'attendaient à des manifestations divines, donc il y a eu des gens qui étaient handicapés, atteints de maladies graves, qui sont allés à Fatima le 13 octobre 1917, et ils ont été guéris. On a des cas, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait
espèce de tumeur à l'œil qui a été guérie quasiment instantanément, des gens paralytiques qui ont pu remarcher, etc. Il y a eu des guérisons. Il semble que C'est ce quand soit même, encore le cas aujourd'hui même. c'est encore le cas aujourd'hui. Fatima est considérée comme un sanctuaire marial où il y a des guérisons. Comme à Lourdes, comme à Medjugorje ou à la Salette ou dans d'autres lieux où il y a eu des apparitions mariales, type mariale. Et c'est ce qui caractérise, je dirais, le côté spirituel, c'est-à-dire que ceux qui ont un niveau spirituel élevé sont capables de guérir les malades, de guérir les paralytiques, et même, bon, dans le cas du Christ, de ressusciter les morts. Ça, c'est le cas extrême. Donc là, on a à Fatima quelque chose qui relie le phénomène ovni à la spiritualité, à la religion, à une dimension spirituelle. C'est très intéressant. Ça m'a beaucoup intrigué, cette dimension. Oui, oui, Et il y a encore d'autres choses. oui, Il y a vas-y, encore d'autres choses. Alors, c'est un petit aparté, mais je parle du 13 octobre 1917. 13 octobre 1917. Et je dis, c'est bizarre, 13 octobre, cette date me disait quelque chose. Et le 13 octobre 1307, c'est la date où ont été arrêtés les Templiers en France. 13 octobre. Enfin, le fait que ces deux dates coïncident, je me suis dit, c'est assez bizarre. Et en creusant, moi, un petit peu, je me dis, qu'est-ce qu'on a eu à Fatima? Des apparitions mariales de Notre-Dame. Et les Templiers avaient une vénération particulière pour Notre-Dame. Et autre chose un peu étrange, Fatima se trouve quasiment au centre d'un dispositif de forteresse templière. À 20 km de Tomar, qui est un des grands centres templiers où les Templiers se sont réfugiés après l'abolition de l'ordre. Voilà. Bon. Alors, ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont dire, Monsieur Robin, il est devenu fou, parce qu'il établit un lien entre les Templiers et les ovnis. Mais je peux pas m'empêcher de, comment dirais-je, de tisser des correspondances entre ce qui s'est passé à Fatima et l'ordre du temple médiéval. Bon, où tout cela mène, j'en sais rien. En tout cas, ces coïncidences existent. Bon, ouais. voilà. J'en dis pas plus. Mais je creuse le sujet. Je creuse le sujet. C'est un peu un scoop, là, ce que je viens de dire. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, parce que parfois, il peut y avoir des analogies tout à fait exactes, même sans comprendre les aboutissants du sujet, bien sûr. Ouais, Et ça là, reste, ça il y reste a quand à de même, l'ordre hypothétique et c'est une recherche. Oui. il y a quand même des choses très étranges, hein, notamment cette date du 13 octobre. Euh, ce 13 octobre, ça a fait tilt. Je me dis, c'est pas un hasard, quoi. Il y a quelque chose qui Ouais. relie ça. Bon, il faut creuser, il faut, voilà. Oui, oui, oui. Oui. Tu disais que euh, il est, il est probable que l'Église ait manipulé un peu l'information Oui. pour en arriver à un culte marial, c'est ça? Oui, en fait, et ça, c'est tout à fait normal. Hein. Je jette pas forcément la pierre à l'Église catholique, hein, parce qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. On est en pleine guerre de 14, hein, 1914-1918. Là, on est en 1917. Alors, on est au Portugal. On n'est pas sur le front, mais c'est la guerre en Europe. Hein. Et en plus, il y a eu la peste. Il y a eu la peste qui a décimé. Non, pas la peste, la grippe espagnole, pardon. C'était la grippe espagnole. D'ailleurs, deux des témoins ont été emportés par la grippe espagnole peu après avoir vu ce qui s'est passé le 13 octobre 1917. Seule Lucie a survécu, qui a vécu un âge très avancé et qui est morte il y a pas très longtemps d'ailleurs. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, bon, quand les témoins ont commencé à raconter ce qu'ils ont vu à un prêtre, alors ce qui est intéressant, c'est que à Fatima, on a encore dans les archives les témoignages initiaux qui ont été faits par les trois témoins, qui diffèrent, qui diffèrent beaucoup de ce qui a été dit et écrit par la suite par Lucie, donc la seule rescapée, et qui a écrit ses mémoires. Et dans les mémoires, Lucie dit, bah, on a vu la Vierge Marie. Bon. Mais en fait, les descriptions qui ont été rapportées et qui ont été consignées et qui sont encore
à Fatima ne disent pas la même chose. Donc l'Église s'est dit, bon, soit on rejette tout ce qui s'est passé à Fatima, mais ça avait pris une telle ampleur, il y avait eu tellement de monde qui ont vu, tellement de personnes ont vu ce disque, ont vu ces manifestations, que c'était pas Oui, possible de rejeter tout ça. Donc finalement, ça a été intégré dans, on va dire, dans la doctrine catholique, hein, et c'est devenu, d'une façon tout à fait logique finalement, des apparitions mariales de la Vierge Marie, qui est la reine du ciel, quand même, hein. Marie, reine du ciel. Donc tout à fait. c'est pas. Et donc voilà. Alors, ce qui a permis à Fatima, eh bien, de traverser l'histoire, ça a jamais été oublié. Et puis d'arriver, bon, jusqu'au XXe siècle, où là, bon, des ufologues ont commencé à réfléchir à ce qui s'était passé. Et un des pionniers, alors il y a eu Paul Misraki qui en parle dans un de ses livres. Il y a surtout Jacques Vallée qui en parle dans le Collège invisible. Il consacre tout un chapitre aux apparitions de Fatima et aux apparitions mariales. Et surtout le livre, on va dire le livre qui vraiment est bien étayé d'un point de vue logique, c'est le livre de Gilles Pinon, Fatima, un ovni pas comme les autres, Mm. pour l'interrogation, qui a été publié aux éditions Osmond, puis après republié aux éditions Interchrétien. Voilà. Oui. Donc, Ouais. voilà, les ufologues ont commencé à considérer que Fatima était un cas très sérieux, et ils ont commencé à étudier ça sous l'angle du phénomène ufologique. Oui, oui. Il n'en demeure pas moins que dans les messages de la supposée Sainte Vierge aux trois témoins, enfin surtout à l'une d'elles d'ailleurs, il est question d'enfer, de repentance, de Oui, pénitence aussi. Elle évoque son fils Jésus, et de lui donner, voilà, en tant que sauveur et c'est vrai. pas juste Alors, un personnage comme ça. Tu vois. tout à fait, oui, tu as raison. Il y a manifestement aussi un message religieux, de caractère religieux, comme tu dis. À un moment donné, l'entité féminine, elle ouvre sa main, et de sa main sort une espèce de rayon lumineux, et ce rayon lumineux montre aux enfants l'enfer. Et voilà, si vous ne priez pas, si par exemple, parce que c'était l'époque aussi, il faut pas l'oublier, où en, en, en Russie, c'était la naissance du communisme, hein, Oui, 1917, la révolution de 1917. Donc il y avait la naissance du communisme qui nie toute transcendance, et ah bah qui oui, a détruit des monastères, etc. Donc la Vierge, l'entité féminine, dit il y a un phénomène qui se déroule en Russie. Si on continue dans cette voie-là, voilà, on va vers l'enfer. Donc il y avait aussi un message de type religieux. Après, il y a aussi ces histoires de secret de Fatima, et le oui, fameux troisième secret de Fatima. Donc, je pense que cette histoire de secret a été faite exprès pour maintenir, on va dire, la curiosité par rapport à ce qui s'était passé à Fatima. Parce que quand on lit le récit de ces secrets, c'est assez basique, hein, c'est pas quelque ouais, chose d'extraordinaire. C'est pas. Moi, tout à j'étais fait. très déçu lorsque j'ai lu le troisième secret de Fatima. Alors Bon, certains te diront après, que, en fait, l'Église cache les vrais secrets, en l'occurrence le troisième secret qui n'a pas été peut-être. divulgué. Ouais, moi je parle du quatrième secret, donc c'est peut-être ça ce que cache l'Église, c'est le quatrième secret. Le troisième secret bon, a été publié, hein, maintenant on le connaît, on peut le trouver sur Internet. Oui, après un Bon, certain nombre de personnes enfin, stipulent, théorisent que ça serait pas le vrai. peut-être, peut-être, c'est tout à fait possible. À partir aussi Oui, oui, enfin, oui, on mais peut dire n'importe quoi, mais voilà. je pense que à Fatima, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Oui, Alors, il y a aussi un aspect qui est extrêmement étrange, j'en parle dans mon livre, c'est au niveau des photographies. Parce que lorsque le phénomène, surtout le 13 octobre 1917, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont réunies, il y a eu des photographes sur le terrain. Plusieurs photographes ont pris des photos. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'on n'a que des photos de la foule en train de regarder le phénomène. Alors, ouais, on voit les gens qui sont en prière, à genoux, qui regardent, qui ont les yeux émerveillés, etc.
on ne voit jamais le phénomène. Tout à fait. Et les photographes ont dû certainement photographier le phénomène. Et puis à l'époque, en 1914, on avait quand même, bon, alors c'était pas les smartphones de maintenant, mais on avait quand même des appareils photo qui étaient capables de faire des photos de qualité. Bon, on voit par exemple toutes les photos de la guerre de 14 en noir et blanc sont Bien sûr. de bonne qualité. Donc on aurait pu, normalement, on aurait dû avoir des photos du phénomène. On n'en a pas. Moi, je pense que ces photos ont été mises de côté ou cachées par le Vatican quelque part. Elles étaient trop gênantes. Peut-être que sur l'une de ces photos, on voit le disque en mouvement. On voit ce disque s'approcher de la foule, etc. Donc ça collait pas avec une intervention divine. Donc je pense que quelque part, peut-être au Vatican, un jour, on trouvera, je dirais, les 50% de photos qui montrent le phénomène. Et maintenant, sur Internet, on n'a que des photos de la foule. D'après, je reviens juste à un détail. D'après quand même le témoignage, je crois, de Lucie, c'était Lucie qui entendait la voix aussi, qui Oui, entendait ouais. parler. Alors Ouais, ça, alors, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la perception qu'on a du phénomène ovni. Sur les trois témoins, seule Lucie voyait et entendait ce que disait l'entité féminine. Le petit garçon, je crois qu'il voyait mais il n'entendait pas. Et puis Jacinthe, elle entendait mais elle voyait pas. Enfin, eux, ils c'est un avaient truc des comme ça. problèmes de perception. Seule Lucie a eu vraiment l'intégralité, le son et l'image, je dirais. Hein, Dans le narratif de la présence en question, il est évoqué quand même le personnage de Jésus. C'est-à-dire que il y a donc il y a une profonde quand même dimension religieuse. C'est pas juste, c'est euh, vrai. tu vois, elle parle de l'enfant Jésus, de donner sa vie au Oui, à un moment Christ, donné, etc. elle a une vision de Joseph, du Christ et de la Vierge, de la famille, hein, de la Sainte Famille, donc au ciel. Euh, et il y a une dimension religieuse, c'est clair. Hein. Euh, c'est, enfin, on ne peut pas dissocier les apparitions de Fatima de la religion chrétienne. Hein. Ça marche Oui, ensemble. Hein. oui. Après, quelle est la part d'arrangement de l'Église catholique après les phénomènes? Est-ce que l'Église catholique n'a pas un petit peu arrangé tout ça, ce qui est possible? Il faut savoir que tout de suite après les... On a un bip sonore là. Oui, c'est mon téléphone en fait, mais je vais pas répondre. Euh, excuse-moi, Pas de problème. ouais, c'est un copain qui appelle, mais je le rappellerai plus tard. Oui, donc Lucie, après les apparitions, est rentrée dans un couvent. Elle était mise au secret dans un couvent, je crois que c'était à Coimbra, dans le nord du Portugal. Donc, quand elle écrivait à sa famille, ses lettres étaient lues. Lorsqu'elle, Ah on oui, lui écrivait, ses lettres étaient lues. Et elle a écrit ses mémoires. Bon, on l'a peut-être un petit peu aidé à écrire ses mémoires. Maintenant, ce qui s'est passé à Fatima officiellement, c'est les mémoires de sœur Lucie, qui est devenue une nonne dans un monastère. Elle a fini ses jours dans un monastère. Et donc, elle était mise au secret. Hein. Et moi, j'aurais bien aimé interviewer sœur Lucie et savoir ce qu'elle avait réellement vu. Mais ça, c'était c'est sûr. impossible. Donc voilà, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Il y a deux historiens portugais qui ont écrit aussi un livre très intéressant sur les apparitions de Fatima et qui ont eu accès au, au témoignage originel des trois voyants. Et bon, eux, ils disent, ils sont comme moi, ils pensent que c'est pas la Vierge Marie qui s'est manifestée à Fatima. Alors, bon, mais je respecte aussi les croyants, les catholiques, les chrétiens qui pensent que c'est la Vierge Marie qui s'est manifestée à Fatima. Alors il y a aussi dans le récit la notion de forte répétition du chapelet. Je vous salue Marie pleine de grâce, etc. Oui, Ça correspond à une période aussi où on pensait que plus on répétait quelque chose, plus la Sainte Vierge ou l'entité en question pouvait aller interagir ou aller se manifester, tu sais. oui, oui, tout à fait. Bah, il y a aussi une scène tout à fait étonnante. J'en parle dans mon livre. Et ça c'était pendant ce qu'on appelle, ce que j'appelle la phase préparatoire entre le printemps 1915 et le 13 mai
1917, il y a eu une phase préparatoire où les trois voyants ont vu des entités de type masculine. Et il y a une époque, enfin à un moment donné, les trois voyants gardaient leur troupeau. Ils ont vu une entité masculine qu'ils assimilaient à un ange qui tenait un calice. Un calice, et au-dessus du calice, il y avait une hostie. Et l'hostie était en lévitation au-dessus du calice. Bon, ça fait directement référence à ce qu'on appelle l'Eucharistie dans la tradition catholique et chrétienne, qui est le cœur de la messe. L'Eucharistie, c'est là où Oui. les espèces du pain et du vin deviennent, se Oui. transmutent en corps et sang du Christ. Donc Transubstantiation. c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, et qui est le cœur, on va dire, de la messe, et qui est aussi le cœur du message christique, puisque bon, l'Eucharistie a été instituée par le Christ, donc avant son supplice, lorsqu'il avait réuni ses disciples le dernier soir. Donc il y a des références religieuses christiques très très évidentes dans les apparitions de Fatima. Hein. Ça c'est indéniable, c'est absolument indéniable. Tu sais, je voulais justement aussi je voulais avoir ton opinion parce que moi, tu sais, je travaille beaucoup en neurothéologie. C'est l'une Oui, voilà, c'est ça, ça fait partie de mes domaines, je dirais, de prédilection. La notion de justement de prière, de rapassage en fait, de répéter perpétuellement et ce même parfois pendant des heures et des heures et des heures. De mon point de vue, justement, puisqu'on parle de la Sainte Vierge, ça m'étonne, justement, c'est mes études qui m'amènent à penser ça aussi, hein, c'est que ça me paraît assez incohérent, enfantin et même, voilà, lié à une théologie scolastique. Enfin, comment on appelle ça? La scolastique, c'est la théologie moyenâgeuse presque. C'est oui, de, c'est de répéter perpétuellement comme si on allait attirer plus de faveur des saints en question. Au moment où on parle, par exemple, il doit y avoir, je dis n'importe quoi, 5 millions de personnes qui sont en train de prier la Sainte Vierge. Ça m'étonnerait que la Sainte Vierge soit en multilocation, c'est-à-dire à plein d'endroits en même temps, en train d'écouter euh, patiemment chaque personne rabâcher. À mon avis, on doit plus se connecter à une énergie mariale, à une sorte d'égrégore marial, à cette oui. vie qui existe réellement, qui est dans un monde extra, enfin, euh, subtil. Et donc, à mon avis, on doit plus se connecter à son énergie, à sa vibration, plus que la Sainte Vierge qui perpétuellement s'attarde sur nos petites personnes à nous écouter individuellement rabâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Euh, dans les monastères, il y a une vie qui est extrêmement réglée, avec des offices à heures régulières, des prières, etc. Donc il y a, on va dire, une mise, comment dirais-je, une mise en forme psychique Oui, du moine pour accueillir, on va dire, la divinité, le Christ ou la Vierge aussi. Hein. Il y a des techniques. Ça, et effectivement, comme tu dis, le fait de réciter le chapelet, de se mettre en prière, en oraison, de faire ce qu'on appelle la lecture divine des textes sacrés, etc. Ça fait partie des techniques qui sont pratiquées par les moines, quelle que soit la religion d'ailleurs. sauf Hein, qu'on n'y met pas les termes, puisque ça ferait, pour eux, ça ferait peut-être un peu ésotérico-new age, c'est que ça n'utilise pas les termes justement d'égrégore, d'électromagnétisme, d'énergie, oui, tu sais. Et c'est à mon avis l'une des failles de l'enseignement chrétien, c'est que justement ils occultent complètement la dimension neuronale, électromagnétique, tu vois, énergétique. oui, oui. Bah, ils n'ont pas les outils scientifiques. Enfin, on n'avait pas les outils scientifiques pour analyser ça de façon Pourtant, il y a des vraies niveau études en des. neurothéologie là-dessus, hein, Alors même en maintenant, termes de oui, psychologie maintenant et tout il y ça. a des études. Oui, oui, Ah il y a oui, des études qui ont été faites sur les mystiques, notamment sur les moines. Et c'est Mario Beauregard qui a étudié, qui a fait enregistrer les électroencéphalogrammes et oui, de nonnes dans un monastère au Canada, je crois. Donc oui, oui, on a beaucoup étudié ce qu'on appelle les phénomènes physiques du mysticisme. Hein. Euh, il y a un scientifique français qui a écrit un livre sur ce sujet. Il y a Joachim Boufflet aussi, qui est un historien des religions, qui a consacré des études sur ces phénomènes physiques, parce qu'il
Le mysticisme, c'est pas simplement des gens qui sont en prière ou en extase, mais il y a des manifestations. Bon, on connaît les, comment dirais-je, les lévitations de Joseph de Copernico. On Oui, connaît aussi de Catherine de Sienne ou de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, ah oui, les oui. phénomènes de ce qu'on appelle de bilocation. Bon, on connaît tous les phénomènes de bilocation du Padre Pio, ce qu'on appelle aussi l'inédit, c'est-à-dire le fait de ne pas manger sauf l'hostie Ah consacrée. oui. Mars Il y a Robin, tout aussi, ça. voilà, ces phénomènes de fragrance, c'est-à-dire que les saints émettent des parfums, des senteurs. Alors, on retrouve ça à Fatima. Hein. À Fatima, lorsque l'entité féminine se manifestait, il y avait des odeurs aussi de fleurs, des odeurs assez suaves. Il y L'odeur de avait aussi, sainteté. voilà, d'où vient l'expression odeur de sainteté. Et il y avait des manifestations qu'on pourrait assimiler à des manifestations mystiques. Hein. Il y avait des phénomènes lumineux aussi. Hein. Les mystiques voient les phénomènes lumineux. Donc tout ça Alors, est très lié. pour toi, la Oui, dimension ufologique extraterrestre, présence exogène et textes religieux, pratiques religieuses ne sont pas du tout, enfin, ne se mettent pas en c'est pas incompatible. porte-à-faux l'un l'autre, quoi. Non, non, pas du tout. Moi maintenant, je parle. Alors, il faut bien cadrer les choses. Hein. Lorsqu'on parle du phénomène ovni, on parle d'un ensemble de phénomènes qui sont très disparates. Hein. Je pense qu'il faut peut-être pas tout mettre dans le même sac lorsqu'on parle d'ufologie ou d'ovni. Voilà, alors là, ce que je vais dire concerne bon, les apparitions de Fatima. Je peux parler des triangles. Après, il y a des tas de phénomènes, bon, les enlèvements, les hommes en noir, les crop circles. Enfin, il y a des tas de trucs, des tas de phénomènes. Est-ce que tout ça relève d'une même origine? Je n'en sais rien. En tout cas, bon, en ce qui concerne Fatima, oui, il y a moi ce que j'appelle une dimension psychospirituelle, c'est clair et net. Hein. Et même dans les manifestations des ovnis triangulaires, il peut y avoir une manifestation, enfin une manifestation de type psychospirituel. Même bon, il y a un cas aussi de quelqu'un que je connais, Thierry Angot, qui a observé un tic-tac. Il a vécu une expérience spirituelle. Il est sorti de son corps. Il a rencontré des entités qui lui ont montré des choses sur l'univers, sur leurs capacités. Donc pour lui, ça a été une véritable expérience spirituelle. Ça a complètement bouleversé sa vie. Ouais, Il y a, selon moi, dans certains cas, une dimension psychospirituelle au phénomène ovni. Et aussi dans un cas auquel on s'y attendrait pas, qui est le cas de Valençol. Alors je l'ai pas écrit dans mon livre, mais j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Maurice Mas, euh, il a dit, enfin, il a rencontré plusieurs fois, il aurait rencontré plusieurs fois cette entité. Bon, souvent, Valençol, c'est limité. Bon, la soucoupe qui se pose, des entités qui descendent, qui le paralysent, qui remontent et qui disparaissent. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Et Maurice Mas a dit à quelques personnes, à Jacques Vallée, à Marie-Thérèse de Brosse, et aussi à un autre ufologue qui est mort, dont j'ai oublié le nom, qu'il avait reçu un véritable enseignement de type spirituel et religieux, Maurice Mas, et considérait l'endroit où s'était posée la soucoupe comme un endroit sacré. Le champ de lavande, pour lui, c'était un endroit sacré. Il avait eu un contact, une espèce d'enseignement, il parle d'enseignement, hein, les entités ouais. lui auraient transmis quelque chose de ce type-là. Et il disait, je peux pas vous le dire, parce que si je disais ce que j'ai vécu, vous me prendriez pour un fou. Donc il ne l'a dit qu'à quelques personnes, priées sur le volet. Valençol. Tout à fait. Oui, oui, c'est un sujet, ça aussi, c'est, c'est tout un sujet. Eh Euh, oui, ah ouais, ouais, non, mais allez voir, hein, cher abonné, aussi, témoignage de Maurice Mas. Il y a énormément de conférences, il y a des livres, il y a tout ce là, qu'il c'est faut, vrai, sujet de fabuleux. Euh, au, au Vatican, il y a des télescopes. Ils étudient l'espace, ils étudient l'astronomie, ils s'intéressent aussi au phénomène ufologique, puisque j'ai découvert qu'il y avait des évêques qui étaient assez spécialisés dans le domaine. tout à fait, oui, oui. Bien sûr. Alors, je crois que c'est dans la résidence d'été des papes, il y a une coupole avec un télescope. Hein. C'est Oui, vrai que
D'ailleurs, l'inventeur de la théorie du Big Bang, c'était un abbé, l'abbé Lemaître. C'était un Belge, donc c'était un jésuite, je crois, qui a théorisé ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, qui est toujours d'actualité, hein. Donc, il y a des prêtres qui se sont beaucoup intéressés à l'astronomie, et beaucoup de prêtres maintenant croient que bon, on n'est pas Bah oui. les seuls êtres vivants et intelligents dans l'univers, et que l'univers est peuplé d'une myriade d'êtres intelligents et de civilisations Oui, oui. extrêmement évoluées. Oui, oui, L'un des télescopes s'appelle, ils l'ont baptisé Lucifer, en référence au Christ, hein, pas à l'ange déchu, en l'occurrence, ouais. puisque le Christ est appelé par 3 fois Lucifer, Phosphoros, l'étoile du matin, dans le Nouveau Testament, soit en passant. Oui, oui, tout à fait. Bon, Lucifer, c'était le porteur de lumière, hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Lucifer, Oui, oui. effectivement. Mais je veux dire, sur le plan scripturaire, tu sais, par exemple, dans les psaumes, on parle des Lucifères, on parle des anges, en fait, ceux qui portent la lumière. Et puis parfois, il est Oui, attribué à Satan, dans sa forme originelle, dans son esprit originel, en portant lui-même la lumière, mais parfois, il est attribué aussi au Christ. D'ailleurs, il y a une prière en latin qui évoque Lucifer, justement, Lucifer, en référence au Christ, parce qu'il est également appelé comme ça. Donc, il faut toujours faire attention tout à fait. Il faut au contexte. faire attention lorsqu'on utilise les termes, il faut faire très attention. Et les termes ont parfois plusieurs sens, hein, Oui. Ah bah oui, surtout sur le plan biblique, oui, oui. sur le plan biblique et religieux, hein. Alors, Tout à fait, oui. le, le, je vais te donner un petit peu ma pensée à ce sujet-là et tu me dis ce que tu en penses. Euh, Oui, puisque là, je me permets parce que on est, tous les deux, on croit en Jésus-Christ, Seigneur Sauveur, etc. Il peut y avoir des différences, je dirais, voilà, sur certains points, mais on a quand même le, le socle commun de reconnaître la divinité du Christ. Dieu est là de toute éternité, par définition, en tout cas selon moi. Donc, elle est à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, l'éternité, ça fait un peu long, hein, surtout vers la fin. Donc, oui, je veux dire, donc la Terre, elle a pas, voilà, elle a 4 milliards 500 millions d'années approximativement. L'humanité, quelques centaines de millions d'années. Enfin, c'est pas, c'est techniquement donc pas grand chose par rapport à l'existence de Dieu. Donc, Dieu s'est pas arrêté à la Terre et à nous toutes petites personnes et à la faune, etc. Dieu, puisqu'il est là de toute éternité, a forcément créé d'autres civilisations à ne plus en finir, qui va au-delà de notre petit imaginaire de rien du tout. Donc, techniquement, être chrétien et ne pas croire en des présences exogènes et des mondes subtils et tout un tas de choses, ça me semble être un non-sens. entièrement d'accord avec toi, tout à fait, oui. Bon, euh, la science terrestre a évolué très progressivement. À l'époque des apparitions de Fatima, on ne savait même pas qu'il y avait dans l'univers des galaxies qui étaient semblables à la nôtre. Ce n'est que plus tard, ce n'est que quelques années plus tard, c'est dans les années 20 ou 30, que Edwin Hubble, qui était un astronome américain, a découvert que ce qu'on appelle maintenant la galaxie d'Andromède est située à 2,6 millions d'années-lumière. Avant, on pensait que bon, on était dans une galaxie, une nébuleuse, et que notre galaxie comportait d'autres nébuleuses. Et en fait, on s'est aperçu que les nébuleuses qu'on observait, c'était d'autres galaxies. Mhm. Donc en 1917, on avait une vision de l'univers qui était très, très petite, très restreinte. Et à partir entre les années 20, les années 30 et après, l'astronomie a explosé, surtout parce qu'on a mis au point des instruments de plus en plus puissants et des techniques de mesure des distances entre les planètes et puis les galaxies. Donc l'univers s'est considérablement agrandi. Euh, Et la donc, connaissance avec. comment Et la connaissance Et explose, la hein, littéralement. connaissance a explosé. Le XXe siècle a été le siècle où la connaissance dans tous les domaines hein, scientifiques. En biologie, on a découvert Oui, l'ADN, on a découvert les fabuleux. galaxies. Et voilà, dans tous les domaines, en physique, on a découvert bon, les atomes, la physique quantique, etc. C'était fabuleux dans tous les domaines. Et ça s'est fait très rapidement. Mais bon, alors ça a marqué, on va dire, un saut dans l'espèce humaine hein, au niveau de la connaissance.
Mais voilà, c'est très encore peut-être très modeste par rapport à ce qu'on serait capable de connaître ou ce qu'on sera capable de connaître dans 200 ou 300 ans. Quoi. Ah oui, oui. Il faut toujours penser qu'on est sur une ligne évolutive et que ce que l'on sait à un moment donné ne représente forcément qu'une fraction de la richesse et de la multiplicité de ce qu'il y a dans l'univers. Mais tu Et vois, je pense, c'était pas pour faire du tout de la fiction, mais je pense que Star Wars est un semi-documentaire. Ah, parce que dedans, il y a plein d'éléments, quand même, qui mettent en évidence qu'on va vers vers cette ère, vers ces mondes-là. Par exemple, dans Star Wars, ils savent très bien naturellement qu'il y a des créatures un peu partout dans l'universe et oui, dans des ouais, tout mondes à fait. subtils. C'est pas une option, c'est pas une éventualité, c'est pas une potentialité, c'est juste évident, quoi. Par exemple, ils appellent ça aussi, tu sais, la force. Oui, Et voilà, je c'est ça. Ouais. pense vraiment que, en fait, c'est quelque chose qui est lié à la prière et qui est tout à fait méconnu par l'Église. Enfin, en tout cas, pas forcément méconnu, mais non divulgué. Mais en fait, c'est quelque chose cette énergie est à la portée de tous. Et en fait, nous avons des caractéristiques divines, extrasensorielles, naturellement. Et ce ne sont pas des dons. Je dirais, voilà, on n'est pas des élus au sens unique du terme, mais ce sont des caractéristiques humaines. Et dans Star Wars, ils appellent ça la force. Ça porte le nom de prana, ça porte le nom de chi, de ki, etc. En fait, mais je pense que l'Église se trompe quand elle aborde la prière au sens, je dirais, enfantin du terme. Tu sais, on s'adresse à une entité pile poil, tu sais, et c'est elle qui interagit, des choses comme ça. Mais enfin, tu vois, je fais des analogies. Par exemple, ils savent très bien, naturellement, dans Star Wars, que l'au-delà existe. C'est pas une potentialité non plus. Ils savent très bien qu'il y a une continuité. Et la technologie, l'IA, tu vois, et toutes ces Oui, oui. technologies incroyables et les Tu voyages peux, interstellaires, tout ça, c'est quelque chose qui arrive bientôt et c'est inexorable. Ça fait partie de l'humain qui est un explorateur, un navigateur, un tout à fait, curieux, tout etc. à fait. Il est fait pour grandir et de plus en plus intelligent et voilà. Qu'est-ce que tu Tout penses à fait. Et de mon raisonnement? Oui, ah oui, tout à fait. Moi, je pense que la nature humaine, il y a une dimension spirituelle et divine, et que les capacités de l'être humain sont absolument prodigieuses. Bon, tout à l'heure, j'ai évoqué ce qu'on appelle les phénomènes physiques du mysticisme. Ça montre combien la nature humaine est capable de se transcender en tout à quelque fait. sorte, de l'éviter, d'avoir le don d'ubiquité, de manipuler les phénomènes physiques, de faire apparaître des choses. Hein. Par exemple, dans les phénomènes physiques du mysticisme, il y a la matérialisation de fleurs. Les saints sont capables de matérialiser des fleurs, Ah oui, des odeurs, des liquides, qui suintent du corps des saints qui sont morts et qui ont des vertus de guérison. je Voilà, vais donc dire stigmate. on s'aperçoit que la nature humaine a des possibilités absolument gigantesques. Alors, bon, tu parles beaucoup de l'Église catholique. En fait, l'Église catholique, bon, elle a ses dogmes, elle a ses principes. Euh, elle semble rejeter tout un ensemble de phénomènes qu'elle a plutôt tendance à qualifier de diaboliques ou de sataniques, mais en Exactement. fait, qui sont de nature divine. Bon, Tout à fait, on ouais. peut Elle reprocher obscurantine un peu on peut tout et n'importe quoi. reprocher, oui, on peut reprocher des tas de choses à l'Église catholique, ça c'est sûr. Hein. Et Mais encore, je l'Église te parle même catholique pas des s'adresse, protestants, parce que les protestants, c'est encore ah bah pire. je peux pas parler protestant. L'Église catholique s'adresse au plus grand nombre, donc le plus grand nombre, c'est pas forcément des gens qui s'intéressent à des choses très pointues, qui étudient, Ouais, tu vois. Bon, mais je pense qu'à l'intérieur, moi, tu sais, on fait souvent la distinction entre l'ésotérisme et l'exotérisme. L'exotérisme, c'est la religion extérieure. L'ésotérisme, c'est le noyau central et spirituel de bon, qui est réservé à ce qu'on appelle des initiés. Hein. Il y a un ésotérisme chrétien, comme il y a un ésotérisme musulman, bouddhiste ou dans les autres religions, qui est réservé à des initiés. Ces initiés ont accès à des connaissances qui sont pas accessibles à tout le monde. Ça, c'est normal. Je dirais que c'est tout à fait normal. oui, mais parce que c'est les sujets en question aussi le souhaitent aller vers ce genre de connaissances-là. C'est pas réservé à une caste élitiste pour autant. Si tu le souhaites, alors Non, tu peux. non, ça se fait naturellement. Hein. Tu prends une classe dans une école, bon, tu as d'excellents élèves, puis des élèves moins bons.
Bon, les excellents élèves vont accéder à des connaissances auxquelles n'auront pas accès les élèves qui sont moins bons, c'est tout. Mais il n'y a pas de discrimination, c'est la nature, c'est comme ça. Oui, oui. J'aurais tellement de questions à te poser parce que Oui, c'est fabuleux. très riche, c'est très riche. Juste encore, parce que tout à l'heure tu as évoqué le sujet des EMI que tu as un petit peu Oui. étudié. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, à part le phénomène OVNI, le phénomène qui pour moi est le plus important et qui devrait vraiment être étudié par la science, et qu'on commence un petit peu à l'étudier, hein, il y a des scientifiques qui se Oui, penchent sérieusement sur cette question, c'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, NDE en anglais. Moi, bon, j'ai rencontré des gens qui ont vécu des NDE, j'ai beaucoup lu de livres sur ce sujet. Ça reste une expérience, c'est une expérience spirituelle aussi, de type spirituel, qui comporte énormément d'enseignements sur notre nature réelle, ce qu'on est réellement, sur ce qu'on vient faire sur la Terre, quelle est notre mission, enfin pourquoi on s'incarne dans un corps, et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on meurt et lorsque notre conscience, notre principe de conscience se sépare du corps et rejoint d'autres dimensions de l'univers. Bon, les expérienceurs, ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, disent que bon, à un moment donné, on passe une frontière et lorsqu'on passe cette frontière, bah, on peut plus revenir dans son corps et là, on va dans les mondes de lumière. Donc, il y a énormément d'enseignements spirituels à, à retirer dans l'étude des expériences de mort imminente. Elles nous apprennent énormément de choses sur notre nature, sur la réalité, sur l'univers, et sur les dimensions spirituelles de la réalité et de l'être humain. C'est vraiment quelque chose qui est central. alors là aussi, dans les NDE, justement, il y a quand même, de façon récurrente, des contacts avec des présences exogènes, des Oui, créatures c'est diverses et vrai. variées. Il y a des expérienceurs, des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui ont eu aussi des contacts avec des ovnis. C'est pas incompatible, hein. Tout Oui, à l'heure, je parlais du cas de Thierry Angot. Thierry Angot, le début de son observation, c'est une décorporation. C'est-à-dire qu'il est sorti de son corps. Et ça, bon, la sortie du corps, on la retrouve fréquemment dans les expériences de mort imminente. Ce qui montre que, une chose très simple, c'est que la conscience n'est pas fabriquée par le cerveau. C'est-à-dire que la science matérialiste du 19e et 20e siècle dit, les neurosciences, toi qui t'intéresses aux neurosciences, disent, ah, c'est le cerveau, c'est les connexions électriques ou chimiques du cerveau qui font émerger la conscience. Ben non, les EMI montrent carrément le contraire, c'est-à-dire que c'est ça. euh, il y a, dans la phase autoscopique de sortie du corps, le témoin dit bah, j'ai vu mon corps sur la table d'opération, dans le lit d'hôpital, et moi j'étais à l'extérieur, j'étais bien, tranquille, j'avais plus de douleur, et je vois mon corps là. Vraiment, ce corps, il est pas terrible. Donc voilà, la conscience n'est pas fabriquée par le cerveau. C'est quelque chose qui est Tout à complètement fait. différent, complètement Avec différent. une vision à 360 degrés, enfin des capacités, Voilà, on vision traverse à les murs, etc. 360. Incroyable. Voilà, capacité de se déplacer à la vitesse de la pensée à travers la matière, à travers les Ouais, ouais, murs, ouais. de pouvoir communiquer avec des personnes décédées, avec des entités spirituelles, on peut appeler des anges ou pas. Voilà, bon, c'est une ouverture sur les dimensions spirituelles. Et en Tout à fait, fait. l'humanité a toujours été informée de cela, mais seulement pendant une courte période, hein, on peut dire que ça a commencé à la Renaissance avec le début des sciences expérimentales et des sciences matérialistes, donc surtout au 19e siècle avec le matérialisme et puis le 20e siècle. Mais voilà, on redécouvre des choses que les gens savaient déjà depuis des millénaires, en fait. Hein. Oui, oui, il y a beaucoup de choses dont on a des preuves depuis longtemps, en fait. D'ailleurs, pour le sujet notamment ufologique, c'est un peu ce que j'ai paraphrasé en bas. Les preuves sont là, mais pour qui? Parce qu'en fait, techniquement, il n'y a jamais de preuves, il n'y a jamais d'information pour celui qui ne cherche pas. Mais pour celui qui s'instruit, qui prend le temps de potasser et avec un travail Bien d'humilité, sûr, eh ben, il s'aperçoit qu'en fait, des informations, on en a plein. C'est extrêmement documenté, tous ces sujets-là. Mais il faut chercher, exactement. il faut pas trop regarder BFM. En tout cas, il faut documenter. Chacun est éditorialiste. Oui, non, mais tu as raison. Par exemple, souvent, les gens disent ah ouais, mais on nous cache la vérité au sujet des ovnis.
Peut-être, il y a certainement des choses qu'on nous cache, mais franchement, si on veut s'informer, on a de quoi Ah oui, s'informer, hein. Moi, j'ai au moins 200 livres sur les ovnis, avec d'excellents auteurs. Bon, on cache pas la vérité au sujet des ovnis, hein, de moins bien en sûr. moins, en tout cas. Ah non, non, puis tu vois bien, il y a des chefs d'État qui en parlent, hein, et Bah, voilà, de plus pas en des plus, cons, hein, de plus en c'est plus, de des, plus en oui. plus, de plus en Je plus. reverrai par rapport aux EMI, vers les documentaires et livres de Stéphane Alix et aussi des travaux du père François Brune, qui sont Tout à fait, oui. vraiment Tout à fait, oui. un gros travail. Il y a aussi les travaux du docteur Moody également. Ah bah Moody, oui, c'est lui qui a révélé le phénomène avec La vie après la vie, qui est Et oui. l'ouvrage de base, hein. Moi, quand j'ai lu ça, et beaucoup d'expérienceurs, des gens notamment comme Nicole Dron, ne parlaient jamais de leur expérience, sauf à partir du moment où ils ont lu le livre de Moody. Ils ont dit, ah bah tiens, je suis pas tout seul à avoir vécu cette expérience, donc je vais pouvoir en parler. Ah Donc le oui. livre a été un fait déclencheur qui a permis à beaucoup d'expérienceurs de parler de ce qu'ils avaient vécu. Alors, c'est là où on Maintenant, peut il y a faire, beaucoup d'études sur les expériences de mort imminente. ah oui, oui, oui. Là, on peut faire une analogie avec finalement le phénomène ufologique, c'est que parmi ces expérienceurs, certains parlent de villes de lumière, certains parlent de Oui, technologie, certains parlent de nature, de plein de choses. En fait, on retrouve quand même des similitudes. oui, oui, tout à fait. Bon, à partir du moment où tu sors de ton corps et que tu n'es plus emprisonné dans ton corps physique, tu peux avoir accès à des tas d'expériences et rencontrer des entités qui sont, on va dire, en dehors du plan physique, qu'elles soient extraterrestres ou autres d'ailleurs, hein. Donc c'est l'ufologie et les expériences de mort imminente, ce sont deux domaines qui ont, il y a des passerelles entre les deux, hein. Absolument. On discuterait longtemps parce Oui, que je pense bah, que vraiment, je vois que le temps passe. En tout ton cas, narratif bon, là, est quand même très mûrement réfléchi. Il y a beaucoup d'humilité dans ton approche, tout ça. Vraiment, je trouve ça ton travail très intéressant. Rappelle-nous le nom de tes livres, le titre de tes livres. ah bah, j'en ai écrit plusieurs. Donc, il y a Les Triangles de la Nuit, enquête sur un phénomène inquiétant. Bon, il date de 2018, celui-là, mais on peut le retrouver. Le dernier, le petit dernier, c'était OVNI, briser le silence, que j'ai coécrit avec Sarah Whiteman. Et puis j'ai écrit le quatrième secret de Fatima. Et puis j'en ai écrit un sur les mutilations animales aussi. Et aussi celui-ci qui est un peu plus ancien, OVNI, du secret officiel aux limites de la science. Donc, on peut trouver tous ces ouvrages sur Amazon ou on peut les commander directement auprès de l'éditeur, il n'y a pas de problème. Je mets les liens dans la description. C'est grâce à Sarah d'ailleurs que nous sommes en contact, D'accord. qui m'a parlé de tes travaux. Donc après j'ai été voir Sarah, tout ça ouais. et donc on lui passe le bonjour, qui est une ufologue Bonjour Sarah, ouais, j'espère qu'elle regardera l'émission. qui fait un très très gros Elle fait travail un gros aussi travail, ce sujet-là, et qui très est gros vraiment une travail. très belle personne, très Oui, gentille tout à fait, tout à fait. Et c'est elle qui est aussi à l'origine de Eco Event, l'événement qui a eu lieu à la Sorbonne à Paris il y a 2, 3 ans. Ouais. Un événement extraordinaire. Merci beaucoup, en tout cas, à chers Merci. abonnés, d'être toujours présents. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne OVNI France, tout simplement en vous abonnant, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications, le like qui va avec. Et puis, bien sûr, vous pouvez booster aussi. Il y a le petit bouton booster qui permet d'augmenter les vidéos dans le moteur de recherche. Si vous pensez enfin, si vous avez vécu un phénomène d'ordre ufologique, contactez-moi, morganpriestofficiel@gmail.com, morganpriestofficiel@gmail.com. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez poser vos questions. On lit tous vos messages. Merci beaucoup. Vous étiez sur OVNI France.